Bien le bonsoir à tous et à toutes. Reprenons notre lecture. Plus loin, au-dessus, au-dessous, il y avait d'autres essaims de travailleurs engagés dans une multitude inimaginable d'activités. Il y avait les immenses ateliers d'impression, avec leurs sous-éditeurs, leurs experts typographes, leurs studios soigneusement équipés pour le trucage des photographies. Il y avait la section des programmes de télévision, avec ses ingénieurs, ses producteurs, ses équipes d'acteurs spécialement choisis pour leur habileté à imiter les voix. Il y avait les armées d'archivistes, dont le travail consistait simplement à dresser les listes des livres et des périodiques qu'il fallait retirer de la circulation. Il y avait les vastes archives où étaient classés les documents corrigés, et les fournaises cachées où les copies originales étaient détruites. Et quelque part, absolument anonyme, il y avait les cerveaux directeurs qui coordonnaient tous les efforts et établissaient la ligne politique qui exigeait que tel fragment du passé fût préservé, tel autre falsifié, tel autre encore anéanti. Et le commissariat aux archives n'était lui-même en somme qu'une branche du ministère de la Vérité, dont l'activité essentielle n'était pas de reconstruire le passé, mais de fournir aux citoyens de l'Océania des journaux, des films, des manuels, des programmes de télécran, des pièces, des romans, le tout accompagné de toutes sortes d'informations, d'instructions et de distractions imaginables, d'une statue à un slogan, d'un poème lyrique à un traité de biologie, et d'un alphabet d'enfant à un nouveau dictionnaire novlangue. De plus, le ministère n'avait pas à satisfaire seulement les besoins du parti, il avait encore à répéter toute l'opération à une échelle inférieure pour le bénéfice du prolétariat. Il existait toute une suite de départements spéciaux qui s'occupaient, pour les prolétaires, de littérature, de musique, de théâtre et en général de délassement. Là, on produisait des journaux stupides qui ne traitaient presque entièrement que de sport, de crime et d'astrologie, de petits romans à 5 francs, des films juteux de sexualité, des chansons sentimentales composées par des moyens entièrement mécaniques sur un genre de kaléidoscope spécial appelé versificateur. Il y avait même une sous-section entière, appelée en novlangue pornosexe, occupée à produire le genre le plus bas de pornographie. Cela s'expédiait en paquets scellés qu'aucun membre du parti, à part ceux qui y travaillaient, n'avait le droit de regarder. 3 autres messages étaient tombés du tube pneumatique pendant que Winston travaillait. Mais ils traitaient de questions simples, et Winston les avait liquidés avant d'être interrompu par les 2 minutes de la haine. Lorsque la haine eut pris fin, il retourna à sa cellule. Il prit sur une étagère le dictionnaire novlangue, écarta le phonoscript, essuya ses verres et s'attaqua au travail principal de la matinée. C'est dans son travail que Winston trouvait le plus grand plaisir de sa vie. Ce travail n'était le plus souvent qu'une fastidieuse routine, mais il comprenait aussi des parties si difficiles et si embrouillées que l'on pouvait s'y perdre autant que dans la complexité d'un problème mathématique. Il y avait de délicats morceaux de falsification où l'on n'avait pour se guider que la connaissance des principes Anxos et sa propre estimation de ce que le parti attendait de vous. Winston était bon dans cette partie. On lui avait même parfois confié la rectification d'articles de fond du journal Le Times, qui était écrit entièrement en novlangue. Il déroula le message qu'il avait mis de côté plus tôt. Ce message était ainsi libellé. Times 3-12-83, report ordre jour BB, plus non satisf, ref non être, réécrire entier, sum o, avant classement. En ancien langage, en anglais ordinaire, cela pouvait se traduire ainsi. Le compte rendu de l'ordre du jour de Big Brother, dans le numéro du journal Le Times du 3 décembre 1983, est extrêmement insatisfaisant et fait allusion à des personnes non existantes. Réécrire en entier et soumettre votre projet aux autorités compétentes avant d'envoyer au classement. Winston parcourut l'article incriminé. L'ordre du jour de Big Brother avait, semblait-il, principalement consisté en éloges adressés à une organisation connue sous les initiales C, F, qui fournissait des cigarettes et autres douceurs aux marins des forteresses flottantes. Un certain camarade Withers, membre éminent du parti intérieur, avait été distingué, spécialement cité et décoré, de la seconde classe de l'ordre du mérite insigne. 3 mois plus tard, le CCFF avait brusquement été dissous. Aucune raison n'avait été donnée de cette dissolution. On pouvait présumer que Withers et ses associés
était alors en disgrâce, mais il n'y avait eu aucun commentaire de l'événement dans la presse ou au télécran. Ce n'était pas étonnant, car il était rare que les criminels politiques fussent jugés ou même publiquement dénoncés. Les grandes épurations embrassant des milliers d'individus, accompagnées du procès public de traîtres et de criminels de la pensée qui faisaient d'abjectes confessions de leurs crimes et étaient ensuite exécutés, étaient des spectacles spéciaux, montés environ une fois tous les 2 ans. Plus communément, les gens qui avaient encouru le déplaisir du parti disparaissaient simplement et on n'entendait plus jamais parler d'eux. On n'avait jamais le moindre indice sur ce qui leur était advenu. Dans quelques cas, ils pouvaient même ne pas être morts. Il y avait 30 individus, personnellement connus de Winston, qui, sans compter ses parents, avaient disparu à une époque ou à une autre. Winston se gratta doucement le nez avec un trombone. Dans la cabine d'en face, le camarade Tillotson, ramassé sur son phonoscript, y déversait encore des secrets. Il leva un moment la tête. Même éclairot-il des lunettes. Winston se demanda si le camarade Tillotson faisait en ce moment le même travail que lui. C'était parfaitement plausible. Un travail si délicat n'aurait pu être confié à une seule personne. D'autre part, le confier à un comité eût été admettre ouvertement qu'il s'agissait d'une falsification. Il y avait très probablement en cet instant une douzaine d'individus qui rivalisaient dans la fabrication de versions sur ce qu'avait réellement dit Big Brother. Quelques cerveaux directeurs du parti intérieur sélectionneraient ensuite une version ou une autre, la feraient rééditer et mettraient en mouvement le complexe processus de contre-correction et d'anté-référence qu'entraînerait ce choix. Le mensonge choisi passerait ensuite aux archives et deviendrait vérité permanente. Winston ne savait pas pourquoi Withers avait été disgracié. Peut-être était-ce pour corruption ou incompétence. Peut-être Big Brother s'était-il simplement débarrassé d'un subordonné trop populaire. Peut-être Withers, ou un de ses proches, avait-il été suspect de tendances hérétiques. Ou, ce qui était plus probable, c'était arrivé simplement parce que les épurations et les vaporisations font nécessairement partie du mécanisme de l'État. Le seul indice réel reposait sur les mots « ref non être », qui indiquaient que Withers était actuellement mort. On ne pouvait toujours présumer que tel était le cas chaque fois que des gens étaient arrêtés. Quelquefois, ils étaient relâchés, et on leur permettait de rester en liberté pendant 1 an, ou même 2, avant de les exécuter. Parfois, très rarement, un individu qu'on avait cru mort depuis longtemps réapparaissait comme un fantôme dans quelque procès public, impliquait par son témoignage une centaine d'autres personnes, puis disparaissait, cette fois pour toujours. Withers, cependant, était déjà un non-être. Il n'existait pas. Il n'avait jamais existé. Winston décida qu'il ne serait pas suffisant de se borner à inverser le sens de l'allocution de Big Brother. Il valait mieux la faire rouler sur un sujet sans aucun rapport avec le sujet primitif. Il aurait pu faire de ce discours l'habituelle dénonciation des traîtres et des criminels par la pensée, mais ce serait trop flagrant. Inventer une victoire sur le front ou quelque triomphe de la surproduction dans le 9e plan triennal compliquerait trop le travail des archives. Ce qu'il fallait, c'était un morceau de pure fantaisie. L'image toute prête d'un certain camarade Ogilvy, qui serait récemment mort à la guerre en d'héroïques circonstances, lui vint soudain à l'esprit. En effet, Big Brother, en certaines circonstances, consacrait son ordre du jour à la glorification de quelques humbles et simples soldats, membres du parti, dont la vie, aussi bien que la mort, offrait un exemple digne d'être suivi. Cette fois, Big Brother glorifierait le camarade Ogilvy. À la vérité, il n'y avait pas de camarade Ogilvy, mais quelques lignes imprimées et 2 photographies maquillées l'amèneraient à exister. Winston réfléchit un moment, puis rapprocha de lui le phonoscript et se mit à dicter dans le style familier à Big Brother. Un style à la fois militaire et pédant, facile à imiter à cause de l'habitude de Big Brother de poser des questions et d'y répondre tout de suite. Quelle leçon pouvons-nous tirer de ce fait, camarade? La leçon, qui est aussi un des principes fondamentaux de Lanxos, que... et ainsi de suite. À 3 ans, le camarade Ogilvy refusait tous les jouets. Il n'acceptait qu'un tambour, une mitraillette et un hélicoptère en miniature. À 6 ans, 1 année à l'avance, par une dispense toute spéciale, il rejoignait les espions. À 9 ans, il était chef de groupe. À 11, il dénonçait son oncle à la police de la pensée.
Il avait entendu une conversation dont les tendances lui avaient paru criminelles. À 17 ans, il était moniteur d'une section de la Ligue antisexe des juniors. À 19 ans, il inventait une grenade à main qui était adoptée par le ministère de la Paix. Au premier essai, cette grenade tuait d'un coup 30 prisonniers eurasiens. À 23 ans, il était tué en service commandé. Poursuivi par des chasseurs ennemis, alors qu'il survolait l'océan Indien avec d'importantes dépêches, il s'était lesté de sa mitrailleuse et il avait sauté avec les dépêches et tout de l'hélicoptère dans l'eau profonde. C'était une fin, disait Big Brother, qu'il était impossible de contempler sans un sentiment d'envie. Big Brother ajoutait quelques remarques sur la pureté et la rectitude de la vie du camarade Ogilvy. Il avait renoncé à tout alcool, même au vin et à la bière. Il ne fumait pas. Il ne prenait aucune heure de récréation, sauf celle qu'il passait chaque jour au gymnase. Il avait fait vœu de célibat. Le mariage et le soin d'une famille étaient, pensait-il, incompatibles avec un dévouement de 24 heures par jour au devoir. Il n'avait comme sujet de conversation que les principes de l'Anxos. Rien dans la vie ne l'intéressait que la défaite de l'armée eurasienne et la chasse aux espions, aux saboteurs, aux criminels par la pensée, aux traîtres en général. Winston débattit s'il accorderait au camarade Ogilvy l'ordre du mérite insigne. Il décida que non, à cause du supplémentaire renvoi aux références que cette récompense aurait entraîné. Il regarda une fois encore son rival de la cabine d'en face. Quelque chose lui disait que certainement Tillotson était occupé à la même besogne que lui. Il n'y avait aucun moyen de savoir quelle rédaction serait finalement adoptée, mais il avait la conviction profonde que ce serait la sienne. Le camarade Ogilvy, inexistant une heure plus tôt, était maintenant une réalité. Une étrange idée frappa Winston. On pouvait créer des morts, mais il était impossible de créer des vivants. Le camarade Ogilvy, qui n'avait jamais existé dans le présent, existait maintenant dans le passé. Et quand la falsification serait oubliée, son existence aurait autant d'authenticité, autant d'évidence que celle de Charlemagne ou de Jules César. Dans la cantine au plafond bas, située dans un sous-sol profond, la queue pour le lunch avançait lentement par saccades. La pièce était déjà comble et le bruit assourdissant. À travers le grillage du comptoir, la fumée du ragoût se répandait avec une aigre odeur métallique qui ne couvrait pas entièrement le fumet du gin de la victoire. À l'extrémité de la pièce, il y avait un petit bar. C'était un simple trou dans le mur où l'on pouvait acheter du gin à 10 cents le grand verre à liqueur. « Voilà tout juste l'homme que je cherchais », dit une voix derrière Winston. Celui-ci se retourna. C'était son ami Sim, qui travaillait au service des recherches. Peut-être ami n'était-il pas tout à fait le mot juste. On n'avait pas d'amis à l'heure actuelle, on avait des camarades. Mais il y avait des camarades dont la société était plus agréable que celle des autres. Sim était un philologue, un spécialiste en novlangue. À la vérité, il était un des membres de l'énorme équipe d'experts occupée alors à compiler la 11e édition du dictionnaire novlangue. C'était un garçon minuscule, plus petit que Winston, aux cheveux noirs, aux yeux grands et globuleux, tristes et ironiques à la fois. Il paraissait scruter de près, en parlant, le visage de ceux à qui il s'adressait. « Je voulais vous demander si vous avez des lames de rasoir, » dit-il. « Pas une, » répondit Winston avec une sorte de hâte qui dissimulait un sentiment de culpabilité. « J'ai cherché partout. Il n'en existe plus. » Tout le monde demandait des lames de rasoir. Il y en avait actuellement 2 neuves qu'il gardait précieusement. Depuis des mois, une disette de lames sévissait. Il y avait toujours quelque article de première nécessité que les magasins du parti étaient incapables de fournir. Parfois, c'était les boutons, parfois la laine à repriser. D'autres fois, c'étaient les lacets de souliers. C'était maintenant les lames de rasoir qui manquaient. On ne pouvait mettre la main dessus, quand on y arrivait, qu'en trafiquant plus ou moins en cachette au marché libre. « Il y a 6 semaines que je me sers de la même lame », ajouta Winston qui montait. La queue avançait d'une autre saccade. Lorsqu'elle s'arrêta, Winston se retourna encore vers Sim. Chacun d'eux préleva dans une pile qui se trouvait au bord du comptoir un plateau de métal graisseux. « Êtes-vous allé voir hier la pendaison des prisonniers ?» demanda Sim.
Je travaillais, répondit Winston avec indifférence. Je verrai cela aux télé, je pense. C'est un succès d'année tout à fait insuffisant, dit Sim. Ses yeux moqueurs dévisageaient Winston. Je vous connais, semblait-il dire. Je vous perce à jour. Je sais parfaitement pourquoi vous n'êtes pas allé voir ces prisonniers. Intellectuellement, Sim était d'une orthodoxie venimeuse. Il pouvait parler avec une désagréable jubilation satisfaite des raids d'hélicoptères sur les villages ennemis, des procès et des confessions des criminels de la pensée, des exécutions dans les caves du ministère de l'amour. Pour avoir avec lui une conversation agréable, il fallait avant tout l'éloigner de tels sujets et le pousser, si possible, à parler de la technicité du novlangue, matière dans laquelle il faisait autorité et se montrait intéressant. Winston tourna légèrement la tête pour éviter le regard scrutateur des grands yeux sombres. « C'était une belle pendaison, » dit Sim qui revoyait le spectacle. « Mais je trouve qu'on l'a gâché en attachant les pieds. J'aime les voir frapper du pied. J'aime surtout, à la fin, voir la langue se projeter toute droite et bleue, d'un bleu éclatant. Ce sont ces détails-là qui m'attirent. « Au suivant, s'il vous plaît » glapit la prolétaire en tablier bleu qui tenait une louche. Winston et Sim passèrent leur plateau sous le grillage. Sur chacun furent rapidement amoncelés les éléments du déjeuner réglementaire. Un petit bol en métal plein d'un ragoût d'un gris rosâtre, un quignon de pain, un carré de fromage, une timbale de café de la Victoire, sans lait, et une tablette de saccharine. « Il y a une table là-bas sous le télécran, » dit Sim. « Nous prendrons un gin en passant. » Le gin leur fut servi dans des tasses chinoises sans anse. Ils se faufilèrent à travers la salle encombrée et déchargèrent leur plateau sur la surface métallique d'une table. Sur un coin de cette table, quelqu'un avait laissé une plaque de ragoût, immonde brouet liquide qui ressemblait à une vomissure. Winston saisit sa tasse de gin, s'arrêta un instant pour prendre son élan et avala le liquide médicamenteux à goût d'huile. Des larmes lui firent clignoter les yeux. Il s'aperçut soudain, quand il les eut essuyés, qu'il avait faim. Il se mit à avaler des cuillerées de ce ragoût qui montrait au milieu d'une abondante lavasse des cubes d'une spongieuse substance rosâtre qui était probablement une préparation de viande. Aucun d'eux ne parla avant qu'ils n'eussent vidé leur récipient. À la table qui se trouvait à gauche, un peu en arrière de Winston, quelqu'un parlait avec volubilité, sans arrêt. C'était un baragouinage discordant, presque analogue à un caquetage d'un canard, qui perçait à travers le vacarme ambiant. « Comment va le dictionnaire ?» demanda Winston en élevant la voix pour dominer le bruit. « Lentement, » répondit Sim. « J'en suis aux adjectifs. C'est fascinant. » Le visage de Sim s'était immédiatement éclairé au seul mot du dictionnaire. Il poussa de côté le récipient qui avait contenu le ragoût, prit d'une main délicate son quignon de pain, de l'autre son fromage, et se pencha au-dessus de la table pour se faire entendre sans crier. « La 11e édition est l'édition définitive, » dit-il. « Nous donnons aux novlangues sa forme finale, celle qu'il aura quand personne ne parlera plus une autre langue. Quand nous aurons terminé, les gens comme vous devront le réapprendre entièrement. Vous croyez, n'est-ce pas, que notre travail principal est d'inventer des mots nouveaux? Pas du tout. Nous détruisons chaque jour des mots, des vingtaines de mots, des centaines de mots. Nous taillons le langage jusqu'à l'os. La 11e édition ne renfermera pas un seul mot qui puisse vieillir avant l'année 2050. Il mordit dans son pain avec appétit, avala 2 bouchées, puis continua à parler avec une sorte de pédantisme passionné. Son mince visage brun s'était animé. Ses yeux avaient perdu leur expression moqueuse et étaient devenus rêveurs. C'est une belle chose, la destruction des mots. Naturellement, c'est dans les verbes et les adjectifs qu'il y a le plus de déchets. Mais il y a des centaines de noms dont on peut aussi se débarrasser. Pas seulement les synonymes, il y a aussi les antonymes. Après tout, quelle raison d'exister y a-t-il pour un mot qui n'est que le contraire d'un autre? Les mots portent en eux-mêmes leur contraire. Prenez « bon » par exemple. Si vous avez un mot comme « bon », quelle nécessité y a-t-il à avoir un mot comme « mauvais » ? Un bon fera tout aussi bien, mieux même, parce qu'il est l'opposé exact de bon, ce que n'est pas l'autre mot.
Et si l'on désire un mot plus fort que bon, quel sens y a-t-il à avoir toute une chaîne de mots vagues et inutiles comme excellent, splendide et tout le reste? Plus bon englobe le sens de tous ces mots. Et si l'on veut un mot encore plus fort, il y a double plus bon. Naturellement, nous employons déjà ces formes, mais dans la version définitive du novlangue, il n'y aura plus rien d'autre. En résumé, la notion complète du bon et du mauvais sera couverte par 6 mots seulement. En réalité, un seul mot. Voyez-vous, Winston, l'originalité de cela? Naturellement, ajouta-t-il après coup, l'idée vient de Big Brother. Au nom de Big Brother, une sorte d'ardeur froide flotta sur le visage de Winston. Sim, néanmoins, perçut immédiatement un certain manque d'enthousiasme. « Vous n'appréciez pas réellement le novlangue, Winston ?» dit-il presque tristement. « Même quand vous écrivez, vous pensez en ancilangue. J'ai lu quelques-uns des articles que vous écrivez parfois dans le Times. Ils sont assez bons, mais ce sont des traductions. Au fond, vous auriez préféré rester fidèle à l'ancien langage, à son imprécision et ses nuances inutiles. Vous ne saisissez pas la beauté qu'il y a dans la destruction des mots. Savez-vous que le novlangue est la seule langue dont le vocabulaire diminue chaque année? Winston l'ignorait naturellement. Il sourit avec sympathie, du moins il l'espérait, car il n'osait se risquer à parler. Sim prit une autre bouchée de pain noir, la mâcha rapidement et continua. Ne voyez-vous pas que le véritable but du novlangue est de restreindre les limites de la pensée? À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée, car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer. Tous les concepts nécessaires seront exprimés chacun exactement par un seul mot dont le sens sera rigoureusement délimité. Toutes les significations subsidiaires seront supprimées et oubliées. Déjà dans la 11e édition, nous ne sommes pas loin de ce résultat. Mais le processus continuera encore longtemps après que vous et moi nous serons morts. Chaque année, de moins en moins de mots et le champ de la conscience de plus en plus restreint. Il n'y a plus, dès maintenant, c'est certain, d'excuses ou de raisons au crime par la pensée. C'est simplement une question de discipline personnelle, de maîtrise de soi-même. Mais même cette discipline sera inutile en fin de compte. La révolution sera complète quand le langage sera parfait. Le novlangue est l'Anxos, et l'Anxos est le novlangue, ajouta-t-il avec une sorte de satisfaction mystique. Vous est-il jamais arrivé de penser, Winston, qu'en l'an 2050 au plus tard, il n'y aura pas un seul être humain vivant capable de comprendre une conversation comme celle que nous tenons maintenant? Sauf, commença Winston avec un accent dubitatif, mais il s'interrompit. Il avait sur le bout de la langue les mots « sauf les prolétaires ». Mais il se maîtrisa. Il n'était pas absolument certain que cette remarque fût tout à fait orthodoxe. Sim, cependant, avait deviné ce qu'il allait dire. « Les prolétaires ne sont pas des êtres humains, » dit-il négligemment. Vers 2050, plus tôt probablement, toute connaissance de l'ancienne langue aura disparu. Toute la littérature du passé aura été détruite. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron n'existeront plus qu'en version novlangue. Ils ne seront pas changés simplement en quelque chose de différent. Ils seront changés en quelque chose qui sera le contraire de ce qu'ils étaient jusque-là. Même la littérature du parti changera. Même les slogans changeront. Comment pourrait-il y avoir une devise comme « La liberté, c'est l'esclavage » alors que le concept même de la liberté aura été aboli? Le climat total de la pensée sera autre. En fait, il n'y aura pas de pensée telle que nous la comprenons maintenant. Orthodoxie signifie non-pensant. Qui n'a pas besoin de penser? L'orthodoxie, c'est l'inconscience. Un de ces jours, pensa soudain Winston avec une conviction certaine, Sim sera vaporisé. Il est trop intelligent. Il voit trop clairement et parle trop franchement. Le parti n'aime pas ces individus-là. Un jour, il disparaîtra. C'est écrit sur son visage. Winston avait fini son pain et son fromage. Il se tourna un peu de côté sur sa chaise pour boire son café. À la table qui se trouvait à sa gauche, l'homme à la voix stridente continuait impitoyablement à parler.
Une jeune femme, qui était peut-être sa secrétaire et qui tournait le dos à Winston, l'écoutait et semblait approuver avec ardeur tout ce qu'il disait. De temps en temps, Winston saisissait quelques remarques comme « Je pense que vous avez raison, à un tel point. Si vous saviez comme je vous approuve », émise d'une voix féminine jeune et plutôt sotte. Mais l'autre ne s'arrêtait jamais, même quand la fille parlait. Winston connaissait l'homme de vue. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il occupait un poste important au commissariat au roman. C'était un homme d'environ 30 ans, au cou musclé, à la bouche large et frémissante. Sa tête était légèrement rejetée en arrière, et à cause de l'angle sous lequel il était assis, ses lunettes réfractaient la lumière et présentaient, à la place des yeux, 2 disques vides. Ce qui était légèrement horrible, c'est qu'il était presque impossible de distinguer un seul mot du flot de paroles qui se déversait de sa bouche. Une fois seulement, Winston perçut une phrase. Complète et finale élimination de Goldstein. Lancée brusquement, avec volubilité et d'un bloc, semblait-il, comme une ligne de caractères typographiques composée pleine. Le reste n'était qu'un bruit, qu'un caquetage. Pourtant, bien qu'on ne pût entendre, on ne pouvait avoir aucun doute sur la nature générale de ce que disait l'homme. Peut-être dénonçait-il Goldstein et demandait-il des mesures plus sévères contre les criminels par la pensée et les saboteurs. Peut-être fulminait-il contre les atrocités de l'armée eurasienne. Peut-être encore glorifiait-il Big Brother et les héros du front de Malabar. Peu importait. Quel que fût le sujet de sa conversation, on pouvait être sûr que tous les mots en étaient d'une pure orthodoxie, d'un pur anxos. Tandis qu'il regardait le visage sans yeux dont la mâchoire manœuvrait rapidement dans le sens vertical, Winston avait l'étrange impression que cet homme n'était pas un être humain réel, mais quelque chose comme un mannequin articulé. Ce n'était pas le cerveau de l'homme qui s'exprimait, c'était son larynx. La substance qui sortait de lui était faite de mots, mais ce n'était pas du langage dans le vrai sens du terme. C'était un bruit émis en état d'inconscience, comme le caquetage d'un canard. Sim, depuis un moment, était silencieux et traçait des dessins avec le manche de sa cuillère dans la flaque de ragoût. La voix à l'autre table continuait son caquetage volubile, aisément audible en dépit du vacarme environnant. « Il y a un mot en novlangue, dit Sim. Je ne sais si vous le connaissez. Canelangue, caquetage du canard. C'est un de ces mots intéressants qui ont 2 sens opposés. Appliqué à un adversaire, c'est une insulte. Adressé à quelqu'un avec qui l'on est d'accord, c'est un éloge. Indubitablement, Sim sera vaporisé, pensa de nouveau Winston. Il le pensa avec une sorte de tristesse, bien qu'il sût que Sim le méprisait et éprouvait pour lui une légère antipathie. Sim était parfaitement capable de le dénoncer comme criminel par la pensée, s'il voyait une raison quelconque de le faire. Il y avait quelque chose qui clochait subtilement chez Sim. Quelque chose lui manquait. Il manquait de discrétion, de réserve, d'une sorte de stupidité restrictive. On ne pouvait dire qu'il ne fût pas orthodoxe. Il croyait au principe de l'Anxos. Il vénérait Big Brother. Il se réjouissait des victoires. Il détestait les hérétiques, et pas simplement avec sincérité, mais avec une sorte de zèle incessant, un savoir chaque jour révisé dont n'approchaient pas les membres ordinaires du parti. Cependant, une équivoque et bizarre atmosphère s'attachait à lui. Il disait des choses qu'il aurait mieux valu taire. Il avait lu trop de livres. Il fréquentait le café du Châtaignier, rendez-vous de peintres et de musiciens. Il n'y avait pas de loi, même pas de loi verbale, qui défendît de fréquenter le café du Châtaignier. Cependant, y aller constituait en quelque sorte un mauvais présage. Les vieux meneurs discrédités du parti avaient l'habitude de se réunir là avant qu'ils fussent finalement emportés par l'épuration. Goldstein lui-même, disait-on, avait parfois été vu là, il y avait des dizaines d'années. Le sort de Sim n'était pas difficile à prévoir. C'était un fait, pourtant, que s'il soupçonnait ne fût-ce que 3 secondes la nature des opinions de Winston, il le dénoncerait instantanément à la police de la pensée. Ainsi d'ailleurs ferait n'importe qui, mais Sim plus sûrement que tout autre. Ce zèle cependant était insuffisant. La suprême orthodoxie était l'inconscience. Sim leva les yeux. « Voilà Parsons, dit-il. » Quelque chose dans le son de sa voix sembla ajouter « ce bougre d'imbécile ». Parsons, colocataire de Winston au bloc de la Victoire,
se faufilait en effet à travers la salle. C'était un gros homme de taille moyenne, aux cheveux blonds et au visage de grenouille. À 35 ans, il prenait déjà de la graisse et montrait des rouleaux au cou et à la taille, mais ses gestes étaient vifs et puérils. Toute son apparence rappelait celle d'un petit garçon trop poussé, si bien qu'en dépit de la combinaison réglementaire qu'il portait, il était presque impossible de l'imaginer autrement que vêtu du short bleu, de la chemise grise et du foulard rouge des espions. Lorsqu'on l'évoquait, on se représentait toujours des genoux à fossettes et des manches roulées sur des avant-bras dodus. Parsons, en fait, revenait invariablement au short chaque fois qu'une sortie collective ou une autre activité physique lui en fournissait le prétexte. Il les salua tous deux d'un joyeux « Hola !» et s'assit à leur table. Il dégageait une forte odeur de sueur. Des gouttes recouvraient tout son visage rosé. Son pouvoir de transpiration était extraordinaire. Au centre communautaire, on pouvait toujours, par l'humidité du manche de la raquette, savoir s'il avait joué au ping-pong. Sim avait sorti une bande de papier sur laquelle il y avait une longue colonne de mots, et il étudiait, un crayon à encre à la main. « Regardez-le travailler à l'heure du déjeuner », dit Parsons en poussant Winston du coude. « C'est du zèle, hein? Qu'est-ce que vous avez là, vieux frère? Quelque chose d'un peu trop savant pour moi, je suppose? Ah, Smith, mon vieux, je vais vous dire pourquoi je vous poursuis. C'est à cause de cette cotisation que vous avez oublié de me payer. » « Quelle cotisation ?» demanda Winston en se tâtant les poches automatiquement pour trouver de la monnaie. Un quart environ du salaire de chaque individu était réservé aux souscriptions volontaires, lesquelles étaient si nombreuses qu'il était difficile d'en tenir une comptabilité. Pour la semaine de la haine, on collecte maison par maison, vous savez ce que c'est? Je suis le trésorier de notre immeuble. Nous faisons un effort prodigieux. Nous allons pouvoir en mettre plein la vue. Ce ne sera pas ma faute, je vous le dis, si ce vieux bloc de la Victoire n'a pas le plus bel assortiment de drapeaux de toute la rue. C'est $2 que vous m'avez promis. Winston trouva $2 graisseux et sales qu'il tendit à Parsons. Celui-ci, de l'écriture nette des illettrés, nota le montant de la somme sur un petit carnet. « Ah, à propos, vieux, dit-il, on m'a raconté que mon petit coquin de garçon a lâché sur vous hier un coup de son lance-pierre. Je lui ai pas mal lavé la tête. En fait, je lui ai dit que je lui enlèverais son engin s'il recommençait. » Je crois qu'il était un peu bouleversé de ne pas aller à l'exécution, dit Winston. Ah oui, je veux dire, il montre un bon esprit, n'est-ce pas? Des petits galopins bien turbulents tous les deux, mais vous parlez d'une ardeur. Il ne pense qu'aux espions. À la guerre aussi, naturellement. Savez-vous ce qu'a fait mon numéro de petite fille samedi dernier, quand elle était avec sa troupe sur la route de Buckhamstead? Elle et 2 autres petites filles se sont échappées pendant la marche. Elles ont passé tout l'après-midi, figurez-vous, à suivre un type. Pendant 2 heures, elles n'ont pas quitté ses talons, droit dans le bois, et, quand elles sont arrivées à Amersham, elles l'ont fait prendre par une patrouille. « Pourquoi ont-elles fait cela ?» demanda Winston un peu abasourdi. Parsons continua sur un ton triomphant. La gosse était convaincue qu'il était une sorte d'agent de l'ennemi. Il avait pu être parachuté, par exemple. Mais là est le point, mon vieux. Qu'est-ce que vous croyez qui a, en premier lieu, éveillé ses soupçons? Elle avait remarqué qu'il portait de drôles de chaussures. Elle dit qu'elle n'avait jamais vu personne porter des chaussures pareilles. Il y avait donc des chances pour qu'il soit un étranger. Assez fort, pas, pour une gamine de 7 ans. « Qu'est-ce qui est arrivé à l'homme » demanda Winston. « Ça, je ne pourrais pas vous le dire, naturellement. Mais je ne serais pas du tout surpris si... » Ici, Parsons fit le geste d'épauler un fusil et fit claquer sa langue pour imiter la détonation. « Bien, » dit Sim distraitement sans lever les yeux de sa bande de papier. « Naturellement, nous devons nous méfier de tout, » convint Winston. « Ce que je veux dire, c'est que nous sommes en guerre, » dit Parsons. Comme pour confirmer ces mots, un appel de clairon fut lancé du télécran juste au-dessus de leur tête. Cette fois, pourtant, ce n'était pas la proclamation d'une victoire militaire, mais simplement une annonce du ministère de l'Abondance. « Camarades !» cria une jeune voix ardente. « Attention, camarades, nous avons une grande nouvelle pour vous. Nous avons gagné la bataille de la production. Les statistiques, maintenant complètes, du rendement dans tous les genres de produits de consommation montrent que le standard de vie s'est élevé de rien moins que 20% au-dessus du niveau de celui de l'année dernière. Il y eut ce matin, dans tout l'Océania, d'irrésistibles manifestations spontanées de travailleurs
qui sont sortis des usines et des bureaux et ont défilé avec des bannières dans les rues. Ils criaient leur gratitude à Big Brother pour la vie nouvelle et heureuse que sa sage direction nous a procurée. Voici quelques-uns des chiffres obtenus. Denrées alimentaires. La phrase « Notre vie nouvelle et heureuse » revint plusieurs fois. C'était depuis peu une phrase favorite du ministère de l'Abondance. Parsons, son attention éveillée par l'appel du clairon, écoutait bouche bée, avec une sorte de solennité, de pieux ennui. Il ne pouvait suivre les chiffres, mais il n'ignorait pas qu'ils étaient une cause de satisfaction. Il avait sorti une pipe énorme et sale, déjà bourrée à moitié de tabac noirci. Avec la ration de 100 grammes par semaine de tabac, il était rarement possible de remplir une pipe jusqu'au bord. Winston fumait une cigarette de la Victoire qu'il tenait soigneusement horizontale. La nouvelle ration ne serait pas distribuée avant le lendemain, et il ne lui restait que 4 cigarettes. Il avait pour l'instant fermé ses oreilles au bruit de la salle et écouté les balivernes qui ruisselaient du télécran. Il apparaissait qu'il y avait même eu des manifestations pour remercier Big Brother d'avoir augmenté jusqu'à 20 grammes par semaine la ration de chocolat. Et ce n'est qu'hier, réfléchit-il, qu'on a annoncé que la ration allait être réduite à 20 grammes par semaine. Est-il possible que les gens avalent cela après 24 heures seulement? Oui. Il l'avalait. Parsons l'avalait facilement, avec une stupidité animale. La créature sans yeux de l'autre table l'avalait passionnément, fanatiquement, avec un furieux désir de traquer, de dénoncer et de vaporiser quiconque s'aviserait de suggérer que la ration était de 30 grammes. Il n'y avait de cela qu'une semaine. Sim lui aussi avalait cela, par des cheminements toutefois plus complexes qui impliquaient la double pensée. Winston était-il donc le seul à posséder une mémoire? Les fabuleuses statistiques continuaient à couler du télécran. Comparativement à l'année précédente, il y avait plus de nourriture, plus de maisons, plus de meubles, plus de casseroles, plus de combustible, plus de navires, plus d'hélicoptères, plus de livres, plus de bébés, plus de tout en dehors de la maladie, du crime et de la démence. D'année en année, de minute en minute, tout, les choses, les gens, tout s'élevait dans un bourdonnement. Winston, comme Sim l'avait fait plus tôt, avait pris sa cuillère et barbotait dans la sauce pâle qui collait sur la table. Il étirait en un dessin une longue bande de cette sauce et songeait avec irritation aux conditions matérielles de la vie. Est-ce qu'elle avait toujours été ainsi? Est-ce que la nourriture avait toujours eu ce goût-là? Il jeta un regard circulaire dans la cantine. Une salle comble, au plafond bas, aux murs salis par le contact de corps innombrables. Des tables et des chaises de métal cabossées, placées si près les unes des autres que les coudes des gens se touchaient. Des cuillères tordues, des plateaux bosselés, de grossières tasses blanches, toutes les surfaces graisseuses et de la crasse dans toutes les fentes. Une odeur composite et aigre de mauvais gin, de mauvais café, de ragoût métallique et de vêtements sales. On avait toujours dans l'estomac et dans la peau une sorte de protestation, la sensation qu'on avait été dupé, dépossédé de quelque chose à quoi on avait droit. Il était vrai que Winston ne se souvenait de rien qui fût très différent. À aucune époque dont il pût se souvenir avec précision, il n'y avait eu tout à fait assez à manger. On n'avait jamais eu de chaussettes ou de sous-vêtements qui ne fussent pleins de trous. Le mobilier avait toujours été bosselé et branlant, les pièces insuffisamment chauffées, les rames de métro bondées, les maisons délabrées, le pain noir. Le thé était une rareté. Le café avait un goût d'eau sale. Les cigarettes étaient en nombre insuffisant. Rien n'était bon marché et abondant, à part le gin synthétique. Cet état de choses devenait plus pénible à mesure que le corps vieillissait, mais de toute façon, que quelqu'un fût écœuré par l'inconfort, la malpropreté et la pénurie, par les interminables hivers, par les chaussettes gluantes, les ascenseurs qui ne marchaient jamais, l'eau froide, le savon graiseux, les cigarettes qui tombaient en morceaux, les aliments infects au goût étrange, n'était-ce pas un signe que l'ordre naturel des choses était violé? Pourquoi avait-il du mal à supporter la vie actuelle, si ce n'est qu'il y avait une sorte de souvenir ancestral, d'une époque où tout était différent? Encore une fois, Winston fit du regard le tour de la cantine. Presque tous étaient laids. Ils auraient encore été laids, même s'ils avaient été vêtus autrement que de la combinaison bleue d'uniforme. À l'extrémité de la pièce, assis seul à une table, un petit homme qui ressemblait curieusement à un scarabée,
buvait une tasse de café. Ses petits yeux lançaient des regards soupçonneux de chaque côté. Comme il est facile, à condition d'éviter de regarder autour de soi, pensa Winston, de croire que le type physique idéal fixé par le parti existait, et même prédominait. Garçon grand et musclé, fille à la poitrine abondante, blond, plein de vitalité, bronzé par le soleil, insouciant. Actuellement, autant qu'il pouvait en juger, la plupart des gens de la première région aérienne étaient petits, bruns et disgracieux. Il était curieux de constater combien le type scarabée proliférait dans les ministères. On y voyait de petits hommes courteaux qui, très tôt, devenaient corpulents. Ils avaient de petites jambes, des mouvements rapides et précipités, des visages gras sans expression, de très petits yeux. C'était le type qui semblait prospérer le mieux sous la domination du parti. Une annonce du ministère de l'Abondance s'acheva sur un autre appel de clairon et fit place à une musique criarde. Parsons, que le bombardement des chiffres avait animé d'un vague enthousiasme, enleva sa pipe de sa bouche. « Le ministère de l'Abondance a certainement fait du bon travail cette année, » dit-il en secouant la tête d'un air entendu. « À propos, vieux Smith, je suppose que vous n'avez aucune lame de rasoir à me céder. »« Pas une, » répondit Winston. « Il y a 6 semaines que je me sers de la même lame moi-même. »« Ah bon, je voulais seulement tenter ma chance, vieux. »« Je regrette, » dit Winston. La voix cancanante à l'autre table, momentanément réduite au silence pendant l'annonce du ministère, avait recommencé à se faire entendre plus forte que jamais. Winston se surprit soudain à penser à Madame Parsons. Il revoyait ses cheveux en mèche, la poussière des plis de son visage. D'ici 2 ans, ses enfants la dénonceraient à la police de la pensée. Madame Parsons serait vaporisée. Sim serait vaporisé. Winston serait vaporisé. O'Brien serait vaporisé. D'autre part, Parsons, lui, ne serait jamais vaporisé. La créature sans yeux à la voix de canard ne serait jamais vaporisée. Les petits hommes scarabées qui se hâtaient avec tant d'agilité dans le labyrinthe des couloirs du ministère ne seraient jamais, eux non plus, vaporisés. Et la fille aux cheveux noirs, la fille du commissariat au roman, elle non plus, ne serait jamais vaporisée. Il semblait à Winston qu'il savait instinctivement qui survivrait et qui périrait, bien qu'il ne fût pas facile de dire quel élément entraînait la survivance. Il sortit à ce moment de sa rêverie avec un violent sursaut. La fille assise à la table voisine s'était à demi retournée et le regardait. C'était la fille aux cheveux noirs. Elle le regardait du coin de l'œil, mais avec une curieuse intensité. Dès que leurs regards se rencontrèrent, elle détourna les yeux. Winston eut le dos mouillé de sueur. Un horrible frisson de terreur l'étreignit. La souffrance disparut presque aussitôt, mais non sans laisser une sorte de malaise irritant. Pourquoi le surveillait-elle? Pourquoi s'obstinait-elle à le poursuivre? Il ne pouvait malheureusement pas se rappeler si elle était déjà à cette table quand il était arrivé, ou si elle y était venue après. Mais la veille, de toute façon, elle s'était assise immédiatement derrière lui quand il n'y avait pour cela aucune raison. Très probablement son but réel avait été de l'écouter pour savoir s'il criait assez fort. Sa première idée lui revint. Elle n'était probablement pas réellement un membre de la police de la pensée, mais c'était précisément l'espion amateur qui était le plus à craindre de tous. Il ne savait pas depuis combien de temps elle le regardait. Peut-être était-ce depuis 5 bonnes minutes, et il était possible que Winston n'ait pas maîtrisé complètement l'expression de son visage. Il était terriblement dangereux de laisser les pensées s'égarer quand on était dans un lieu public ou dans le champ d'un télécran. La moindre des choses pouvait vous trahir. Un tic nerveux, un inconscient regard d'anxiété, l'habitude de marmonner pour soi-même, tout ce qui pouvait suggérer que l'on était anormal, que l'on avait quelque chose à cacher. En tout cas, porter sur son visage une expression non appropriée, paraître incrédule quand une victoire était annoncée par exemple, était en soi une offense punissable. Il y avait même en 9 langues un mot pour désigner cette offense. On l'appelait « face crime ». La fille lui avait de nouveau tourné le dos. Peut-être, après tout, ne le suivait-elle pas réellement. Peut-être n'était-ce qu'une coïncidence, si elle s'était assise si près de lui 2 jours de suite. Sa cigarette s'était éteinte. Il la déposa avec précaution au bord de la table. Il finirait de la fumer après son travail s'il pouvait garder le tabac qui restait. Il était tout à fait possible que la personne assise à la table voisine fût une espionne.
Il était tout à fait possible qu'avant 3 jours, il se trouvât dans les caves du ministère de l'Amour. Mais un bout de cigarette ne devait pas être gâché. Sim avait plié sa bande de papier et l'avait rangée dans sa poche. Parsons recommença à parler. « Est-ce que je vous ai déjà raconté, vieux ?» commença-t-il en tapotant autour de lui le tuyau de sa pipe. « Que mes 2 gamins ont mis le feu à la jupe d'une vieille du marché. Ils l'avaient vue envelopper du saucisson dans une affiche de Big Brother. Ils se sont glissés derrière elle et ils ont mis le feu à sa jupe avec une boîte d'allumettes. Et ils ont fait une très mauvaise brûlure, je crois. Quel petit coquin, pas? Mais malin comme des renards. C'est une éducation de premier ordre qu'on leur donne maintenant aux espions, meilleure même que de mon temps. Dites, que croyez-vous qu'on leur ait donné dernièrement? Des cornets acoustiques pour écouter par les trous des serrures. Ma petite fille en a apporté un à la maison l'autre soir. Elle l'a essayé sur la porte de notre salon et elle estime qu'elle peut entendre 2 fois mieux qu'avec son oreille sur le trou. Naturellement, vous savez, ce n'est qu'un jouet. Mais cela leur donne de bonnes idées, pas? Le télécran, à ce moment, émit un coup de sifflet perçant. C'était le signal de la reprise du travail. Les 3 hommes bondirent sur leurs pieds et se joignirent à la bousculade autour des ascenseurs. Le reste du tabac tomba de la cigarette de Winston. Winston écrivait dans son journal « Il y a de cela 3 ans, c'était par un sombre après-midi, dans une étroite rue de traverse, près de l'une des grandes gares de chemin de fer. Elle était debout près d'un porche, sous un réverbère qui éclairait à peine. Elle avait un visage jeune, recouvert d'une épaisse couche de fard. C'est en réalité le fard qui m'attire, sa blancheur analogue à celle d'un masque, et le rouge éclatant des lèvres. Les femmes du parti ne fardent jamais leur visage. Il n'y avait personne d'autre dans la rue, pas de télécran. Elle dit 2 $, Il était pour l'instant trop difficile de continuer. Winston ferma les yeux et les pressa de ses doigts pour essayer d'en expurger le tableau qui s'obstinait à revenir. Il sentait le désir presque irrésistible de proférer à tue-tête un chapelet d'injures, ou de se cogner la tête contre le mur, ou de donner des coups de pied à la table et de lancer l'encrier par la fenêtre, de faire n'importe quoi de violent, de bruyant ou de douloureux qui pourrait brouiller et effacer le souvenir qui le tourmentait. Le pire ennemi, réfléchit-il, est le système nerveux. À n'importe quel moment, la tension intérieure peut se manifester par quelques symptômes visibles. Il pensa à un homme qu'il avait croisé dans la rue il y avait quelques semaines. Un homme d'aspect tout à fait quelconque, un membre du parti de 35 ans ou 40 ans, assez grand, mince, qui portait une serviette. Ils étaient à quelques mètres l'un de l'autre. Le côté gauche du visage de l'homme fut soudain tordu par une sorte de spasme. Cela se produisit encore juste quand ils se croisaient. Ce n'était qu'une crispation, un frémissement aussi rapide que le déclic d'un obturateur de caméra, mais visiblement habituel. Winston se souvint d'avoir pensé à ce moment « Ce pauvre diable est perdu ». L'effrayant était que ce tic était peut-être inconscient. Le danger le plus grand était celui de parler en dormant. Mais autant que pouvait le savoir Winston, il n'y avait aucun moyen de se garantir contre ce danger-là. Il reprit son souffle et continua à écrire. Je la suivis à travers le porche et une cour intérieure jusqu'à une cuisine en sous-sol. Il y avait un lit contre le mur et, sur la table, une lampe dont la flamme était très basse. Les dents de Winston étaient glacées. Il aurait aimé cracher. En même temps qu'à la femme du sous-sol, il pensait à Catherine, sa femme. Il était marié, ou tout au moins s'était marié. Il était probablement encore marié, car pour autant qu'il le sût, sa femme n'était pas morte. Il lui sembla respirer encore la chaude odeur lourde de la cuisine du sous-sol, une odeur composée de punaises, de vêtements sales, de mauvais parfums à bon marché, mais pourtant attirante, parce que les femmes du parti ne se servaient jamais de parfum, et on ne pouvait les imaginer parfumées. Seuls les prolétaires se servaient de parfum. Dans son esprit, l'odeur était inextricablement mêlée à l'idée de fornication. Son aventure avec cette femme avait été son premier écart après 2 ans environ. Fréquenter les prostituées était naturellement défendu, mais c'était une de ces règles qu'on pouvait parfois prendre sur soi de transgresser. C'était dangereux, mais ce n'était pas une question de vie ou de mort. Être pris avec une prostituée pouvait signifier 5 ans de travaux forcés, pas plus, si l'on n'avait commis aucune autre offense.
et c'était assez facile pourvu qu'on pût éviter d'être pris sur le fait. Les quartiers pauvres fourmillaient de femmes prêtes à se vendre. Quelques-unes pouvaient même être achetées avec une bouteille de gin, liquide que les prolétaires étaient censés ne pas boire. Tacitement, le parti était même enclin à encourager la prostitution pour laisser une soupape aux instincts qui ne pouvaient être entièrement refoulés. La simple débauche n'avait pas beaucoup d'importance, aussi longtemps qu'elle était furtive et sans joie, et n'engageait que les femmes d'une classe méprisée et déshéritée. Le crime impardonnable était le contact sexuel entre membres du parti. Mais bien que ce fût l'un des crimes que les accusés confessaient invariablement lors des grandes épurations, il était difficile d'imaginer qu'un tel contact pourrait survenir actuellement. Le but du parti n'était pas simplement d'empêcher les hommes et les femmes de se vouer une fidélité qu'il pourrait être difficile de contrôler. Son but inavoué, mais réel, était d'enlever tout plaisir à l'acte sexuel. Ce n'était pas tellement l'amour, mais l'érotisme qui était l'ennemi, que ce fût dans le mariage ou hors du mariage. Tous les mariages entre membres du parti devaient être approuvés par un comité appointé, et bien que le principe n'en eût jamais été clairement établi, la permission était toujours refusée quand les membres du couple en question donnaient l'impression d'être physiquement attirés l'un vers l'autre. La seule fin du mariage qui fut admise était de faire naître des enfants pour le service du parti. Le commerce sexuel devait être considéré comme une opération sans importance, légèrement dégoûtante, comme de prendre un lavement. Cela non plus n'avait jamais été exprimé franchement, mais d'une manière indirecte. On le rabâchait dès l'enfance à tous les membres du parti. Il y avait même des organisations, comme celle de la Ligue anti-sexe des juniors, qui plaidaient en faveur du célibat pour les deux sexes. Tous les enfants devraient être procréés par insémination artificielle, artsem en novlangue, et élevés dans des institutions publiques. Winston savait que ce n'était pas avancé tout à fait sérieusement, mais ce genre de concept s'accordait avec l'idéologie générale du parti. Le parti essayait de tuer l'instinct sexuel, ou, s'il ne pouvait le tuer, de le dénaturer et de le salir. Winston ne savait pas pourquoi il en était ainsi. Mais il semblait naturel qu'il en fût ainsi, et en ce qui concernait les femmes, les efforts du parti étaient largement couronnés de succès. Il pensa de nouveau à Catherine. Il devait y avoir 9, 10, peut-être 11 ans qu'ils s'étaient séparés. Qu'il pensât si peu à elle, c'était tout de même curieux. Il était capable d'oublier pendant des jours qu'il avait jamais été marié. Ils étaient restés ensemble environ 15 mois seulement. Le parti ne permettait pas le divorce, mais il encourageait plutôt les séparations lorsqu'il n'y avait pas d'enfants. Catherine était une fille grande, blonde, très droite, aux gestes magnifiques. Elle avait un visage hardi, aquilin, un visage que l'on aurait pu qualifier de noble, si l'on ne découvrait que derrière ce visage, il n'y avait à peu près rien. Tout au début de leur vie conjugale, il avait décidé, mais peut-être était-ce seulement parce qu'il la connaissait plus intimement, qu'elle avait sans contredit l'esprit le plus stupide, le plus vulgaire, le plus vide qu'il eût jamais rencontré. Elle n'avait pas une idée dans la tête qui ne fût un slogan, et il n'y avait aucune imbécilité, absolument aucune, qu'elle ne fût capable d'avaler si le parti la lui suggérait. Il la surnomma mentalement l'enregistrement sonore. Cependant, il aurait supporté de vivre avec elle s'il n'y avait eu précisément le sexe. Dès qu'il la touchait, elle semblait reculer et se roidir. L'embrasser était comme embrasser une image de bois articulé. Ce qui était étrange, c'est que même quand elle semblait le serrer contre elle, il avait l'impression qu'elle le repoussait en même temps de toutes ses forces. C'était la rigidité de ses muscles qui produisait cette impression. Elle restait étendue, les yeux fermés, sans résister ni coopérer, mais en se soumettant. C'était extrêmement embarrassant, et après quelque temps, horrible. Même alors, il aurait supporté pourtant de vivre avec elle, s'il avait été entendu qu'il y avait entre eux une séparation de corps. Mais, assez curieusement, c'est Catherine qui avait refusé. Il devait, disait-elle, donner naissance à un enfant s'il le pouvait. La performance continua donc une fois par semaine, régulièrement. Elle avait même l'habitude, chaque fois que ce n'était pas impossible, de la lui rappeler le matin, comme une chose qui devait être faite le soir et qu'on ne devait pas oublier. Elle avait 2 phrases pour désigner cela. L'une était « fabriquer un bébé » et l'autre « notre devoir envers le parti ». Oui, elle avait réellement employé cette phrase. Il se mit très vite à éprouver un véritable sentiment de frayeur chaque fois que le jour fixé revenait. Heureusement,
Aucun enfant n'apparut et, à la fin, elle accepta de renoncer à essayer. Bientôt après, ils se séparaient. Winston soupira sans bruit, il reprit sa plume et écrivit. Elle se jeta sur le lit, et tout de suite, sans aucune sorte de préliminaire, de la façon la plus grossière et la plus horrible que l'on puisse imaginer, elle releva sa jupe. Il se vit là, debout dans la lumière obscure, avec dans les narines l'odeur de punaise et du parfum à bon marché, et dans le cœur un sentiment de défaite et de rancune, qui, même alors, était mêlé au souvenir du corps blanc de Catherine, figé à jamais par le pouvoir hypnotique du parti. Pourquoi devait-il toujours en être ainsi? Pourquoi ne pouvait-il avoir une femme à lui, et non à des années d'intervalle ces immondes mégères? Mais une réelle aventure d'amour était un événement presque inimaginable. Les femmes du parti étaient toutes semblables. La chasteté était aussi profondément enracinée chez elles que la fidélité au parti. Le sentiment naturel leur avait été arraché par des conditions de vie spéciales, appliquées très tôt, par des jeux et par l'eau froide, par les absurdités qu'on leur cornait aux oreilles à l'école, chez les espions, à la Ligue de la jeunesse, par des lectures, des parades, des chansons, des slogans, de la musique martiale. Sa raison lui disait qu'il devait y avoir des exceptions, mais son cœur n'en croyait rien. Elles étaient toutes imprenables, telles que le parti entendait qu'elles fussent. Et ce qu'il désirait plus encore que d'être aimé, c'était une seule fois dans sa vie abattre ce mur de vertu. L'acte sexuel accompli avec succès était un acte de rébellion. Le désir était un crime de la pensée. Éveiller les sens de Catherine, bien qu'elle fût sa femme, eût été, s'il avait pu y parvenir, comme une violation. Mais le reste de son histoire valait d'être écrit. Il continua. Je tournai le bouton de la lampe. Quand je la vis en pleine lumière, après l'obscurité, la faible lumière de la lampe à pétrole avait paru très brillante. Pour la première fois, il avait pu voir la femme distinctement. Il s'était avancé d'un pas vers elle, puis s'était arrêté, plein de convoitise et de terreur. Il était douloureusement conscient du risque qu'il courait en venant là. Il était parfaitement possible que les policiers le cueillent à la sortie. À bien y penser, ils étaient peut-être en ce moment en train de l'attendre de l'autre côté de la porte. S'il s'en allait, sans même faire ce qu'il était venu faire. Il devait l'écrire. Il devait le confesser. Ce qu'il avait soudain vu à la lumière de la lampe, c'est que la femme était vieille. Son visage était plâtré d'une telle épaisseur de fard qu'il semblait pouvoir craquer comme un masque de carton. Il y avait des raies blanches dans sa chevelure, mais le détail vraiment horrible est que sa bouche, qui s'était un peu ouverte, ne révélait qu'une noirceur caverneuse. Elle n'avait pas de dents du tout. Winston écrivit rapidement d'une écriture griffonnée. À la lumière, je vis qu'elle était tout à fait une vieille femme de 50 ans au moins, mais j'allais de l'avant et le fis tout de même. Il pressa de nouveau ses paupières de ses doigts. Il l'avait enfin écrit. Mais cela ne changeait rien. La thérapeutique n'avait pas agi. Le besoin de crier des mots sales à tue-tête était aussi violent que jamais. S'il y a un espoir, écrivait Winston, il réside chez les prolétaires. S'il y avait un espoir, il devait en effet se trouver chez les prolétaires, car là seulement, dans ces fourmillantes masses dédaignées, 85% de la population de l'Océania, pourrait naître la force qui détruirait le parti. Le parti ne pouvait être renversé de l'intérieur. Ses ennemis, s'il en avait, ne possédaient aucun moyen de se grouper, ou même de se reconnaître les uns les autres. Si même la légendaire fraternité existait, ce qui était possible, il était inconcevable que ses membres puissent se rassembler en nombre supérieur à 2 ou 3. La rébellion, chez eux, c'était un regard des yeux, une inflexion de voix, au plus un mot chuchoté à l'occasion. Mais les prolétaires n'auraient pas besoin de conspirer, si seulement ils pouvaient, d'une façon ou d'une autre, prendre conscience de leur propre force. Ils n'avaient qu'à se dresser et se secouer comme un cheval qui s'ébroue pour chasser les mouches. S'ils le voulaient, ils pouvaient dès le lendemain souffler sur le parti et le mettre en pièces. Sûrement, tôt ou tard, il leur viendrait à l'idée de le faire. Et pourtant, il se souvint qu'une fois, alors qu'il descendait une rue bondée de gens, une effrayante clameur d'une centaine de voix, des voix de femmes, avait éclaté un peu plus loin dans une rue transversale.
c'était un formidable cri de colère et de désespoir, un « oh » profond et retentissant dont l'écho se prolongeait comme le son d'une cloche. Son cœur avait bondi. « On a commencé », avait-il pensé. « Une émeute. À la fin, les prolétaires brisent leurs chaînes. » Quand il arriva à l'endroit du vacarme, ce fut pour voir une cohue de 200 ou 300 femmes pressées autour des étals d'un marché en plein air. Elles avaient des visages aussi tragiques que si elles avaient été les passagers condamnés d'un bateau en train de sombrer. Mais à ce moment, le désespoir général se brisa en une multitude de querelles individuelles. Il apparut qu'à un des étals, on vendait des casseroles de fer blanc. C'était une camelote misérable, mais les ustensiles de cuisine étaient toujours difficiles à obtenir. Le stock s'était brusquement épuisé. Les femmes qui avaient réussi à en avoir, poussées et bousculées par les autres, essayaient de se retirer avec leurs casseroles, tandis que des douzaines d'autres criaient autour de l'étal, accusaient le vendeur de favoritisme et prétendaient qu'il avait des casseroles en réserve quelque part. Il y eut une nouvelle explosion de glapissements. 2 femmes énormes, dont l'une avait les cheveux défaits, s'étaient emparées de la même casserole et essayaient de se l'arracher l'une l'autre des mains. Elles tirèrent violemment toutes deux un moment, puis le manche se détacha. Winston les regarda avec dégoût. Pourtant, quelle puissance presque effrayante avait un moment sonné dans ce cri jailli de quelques centaines de gosiers seulement. Comment se faisait-il qu'il ne pouvait jamais crier ainsi pour des raisons importantes? Winston écrivit. Ils ne se révolteront que lorsqu'ils seront devenus conscients, et ils ne pourront devenir conscients qu'après s'être révoltés. Cela, pensait-il, pourrait presque être une transcription de l'un des manuels du parti. Le parti prétendait naturellement avoir délivré les prolétaires de l'esclavage. Avant la Révolution, ils étaient hideusement opprimés par les capitalistes. Ils étaient affamés et fouettés. Les femmes étaient obligées de travailler dans des mines de charbon. Les femmes d'ailleurs travaillaient encore dans des mines de charbon. Les enfants étaient vendus aux usines à l'âge de 6 ans. Mais en même temps que ces déclarations, en vertu des principes de la double pensée, le parti enseignait que les prolétaires étaient des inférieurs naturels, qui devaient être tenus en état de dépendance comme les animaux, par l'application de quelques règles simples. En réalité, on savait peu de choses des prolétaires. Il n'était pas nécessaire d'en savoir beaucoup. Aussi longtemps qu'ils continueraient à travailler et à engendrer, leurs autres activités seraient sans importance. Laissés à eux-mêmes comme le bétail lâché dans les plaines de l'Argentine, ils étaient revenus à un style de vie qui leur paraissait naturel, selon une sorte de canon ancestral. Ils naissaient, ils poussaient dans la rue, ils allaient au travail à partir de 12 ans. Ils traversaient une brève période de beauté florissante et de désir. Ils se mariaient à 20 ans, étaient en pleine maturité à 30 et mouraient pour la plupart à 60 ans. Le travail physique épuisant, le souci de la maison et des enfants, les querelles mesquines entre voisins, les films, le football, la bière et surtout le jeu, formaient tout leur horizon et comblaient leurs esprits. Les garder sous contrôle n'était pas difficile. Quelques agents de la police de la pensée circulaient constamment parmi eux, répandaient de fausses rumeurs, notaient et éliminaient les quelques individus qui étaient susceptibles de devenir dangereux. On n'essayait pourtant pas de les endoctriner avec l'idéologie du parti. Il n'était pas désirable que les prolétaires puissent avoir des sentiments politiques profonds. Tout ce qu'on leur demandait, c'était un patriotisme primitif, auquel on pouvait faire appel chaque fois qu'il était nécessaire de leur faire accepter plus d'heures de travail ou des rations plus réduites. Ainsi, même quand ils se fâchaient, comme ils le faisaient parfois, leur mécontentement ne menait nulle part, car il n'était pas soutenu par des idées générales. Ils ne pouvaient le concentrer que sur des griefs personnels et sans importance. Les maux plus grands échappaient invariablement à leur attention. La plupart des prolétaires n'avaient même pas de télécran chez eux. La police civile elle-même se mêlait très peu de leurs affaires. La criminalité à Londres était considérable. Il y avait tout un État dans l'État fait de voleurs, de bandits, de prostituées, de marchands de drogue, de hors-la-loi de toutes sortes. Mais comme cela se passait entre prolétaires, cela n'avait aucune importance. Pour toutes les questions de morale, on leur permettait de suivre leur code ancestral. Le puritanisme sexuel du parti ne leur était pas imposé. L'inversion sexuelle n'était pas punie. Le divorce était autorisé. Entre parenthèses, la dévotion religieuse elle-même aurait été autorisée si les prolétaires avaient manifesté par le moindre signe qu'ils la désiraient
ou en avaient besoin. Ils étaient au-dessous de toute suspicion. Comme l'exprimait le slogan du parti, les prolétaires et les animaux sont libres. Winston se baissa et gratta avec précaution son ulcère variqueux qui commençait à le démanger. Ce à quoi on revenait invariablement était l'impossibilité de savoir ce qu'avait réellement été la vie avant la Révolution. Il prit dans son tiroir un exemplaire d'un manuel d'histoire à l'usage des enfants, qu'il avait emprunté à Madame Parsons, et se mit à en copier un passage dans son journal. Le voici. Anciennement, avant la glorieuse Révolution, Londres n'était pas la superbe cité que nous connaissons aujourd'hui. C'était une ville sombre, sale, misérable, où presque personne n'avait suffisamment de nourriture, où des centaines et des milliers de pauvres gens n'avaient pas de chaussures aux pieds, ni même de toit sous lequel ils pussent dormir. Des enfants, pas plus âgés que vous, devaient travailler 12 heures par jour pour des maîtres cruels qui les fouettaient s'ils travaillaient trop lentement, et ne les nourrissaient que de croûtes de pain rassis et d'eau. Au milieu de cette horrible pauvreté, il y avait quelques belles maisons, hautes et larges, où vivaient des hommes riches, qui avaient pour les servir jusqu'à 30 domestiques. C'étaient des hommes gras et laids, au visage cruel, comme celui que vous voyez sur l'image de la page ci-contre. Vous pouvez voir qu'il est vêtu d'une longue veste noire appelée redingote, et qu'il est coiffé d'un étrange chapeau luisant, en forme de tuyau de poêle, qu'on appelait haut de forme. C'était l'uniforme des capitalistes, et personne d'autre n'avait la permission de le porter. Les capitalistes possédaient tout, et tous les autres hommes étaient leurs esclaves. Ils possédaient toute la terre, toutes les maisons, toutes les usines, tout l'argent. Ils pouvaient, si quelqu'un leur désobéissait, le jeter en prison, ou lui enlever son gagne-pain et le faire mourir de faim. Quand une personne ordinaire parlait à un capitaliste, elle devait prendre une attitude servile, saluer, enlever sa casquette et donner du « Monseigneur ». Le chef de tous les capitalistes s'appelait le roi, Mais Winston savait le reste de l'énumération. On mentionnerait les évêques et leurs manches de fine batiste, les juges dans leurs robes d'hermine, les piloris de toutes sortes, les moulins de discipline, le chat à 9 queues, le banquet du Lord Mayor, la coutume d'embrasser l'orteil du pape. Il y avait aussi ce que l'on appelait le droit de cuissage, qui n'était probablement pas mentionné dans un livre pour enfants. C'était la loi qui donnait aux capitalistes le droit de coucher avec n'importe laquelle des femmes qui travaillaient dans leurs usines. Comment, dans ce récit, faire la part du mensonge? Ce pouvait être vrai, que le niveau humain fut plus élevé après qu'avant la Révolution. La seule preuve du contraire était la protestation silencieuse que l'on sentait dans la moelle de ses os. C'était le sentiment instinctif que les conditions dans lesquelles on vivait étaient intolérables, et qu'à une époque quelconque, elles devaient avoir été différentes. L'idée lui vint que la vraie caractéristique de la vie moderne était non pas sa cruauté, son insécurité, mais simplement son aspect nu, terne, soumis. La vie, quand on regardait autour de soi, n'offrait aucune ressemblance, non seulement avec les mensonges qui s'écoulaient des télécrans, mais même avec l'idéal que le parti essayait de réaliser. D'importantes tranches de vie, même pour un membre du parti, étaient neutres et en dehors de la politique. Peiner à des travaux ennuyeux, se battre pour une place dans le métro, repriser des chaussettes usées, mendier une tablette de saccharine, mettre de côté un bout de cigarette. L'idéal fixé par le parti était quelque chose d'énorme, de terrible, de rayonnant, un monde d'acier et de béton, de machines monstrueuses et d'armes terrifiantes, une nation de guerriers et de fanatiques qui marchaient avec un ensemble parfait, pensaient les mêmes pensées, clamaient les mêmes slogans, qui perpétuellement travaillaient, luttaient, triomphaient et persécutaient. C'étaient 300 millions d'êtres au visage semblable. La réalité montrait des cités délabrées et sales, où des gens sous-alimentés traînaient çà et là des chaussures crevées, dans des maisons du 19e siècle rafistolées, qui sentaient toujours le chou et les cabinets sans confort. Winston avait de Londres la vision d'une cité vaste et en ruine, peuplée d'1 million de poubelles, et mêlé à cette vision, il voyait un portrait de Madame Parsons, d'une femme au visage ridé et aux cheveux en mèche, farfouillant sans succès dans un tuyau de vidange bouché. Il se baissa et gratta encore son coup de pied. Tout au long du jour et de la nuit, les télécrans vous cassaient les oreilles avec des statistiques qui prouvaient que les gens, aujourd'hui, avaient plus de nourriture, plus de vêtements, qu'ils avaient des maisons plus confortables,
des distractions plus agréables, qu'ils vivaient plus longtemps, travaillaient moins d'heures, étaient plus gros, en meilleure santé, plus forts, plus heureux, plus intelligents, mieux élevés que les gens d'il y avait 50 ans. Pas un mot de ces statistiques ne pouvait jamais être prouvé ou réfuté. Le parti prétendait, par exemple, qu'aujourd'hui 40% des prolétaires adultes savaient lire et écrire. Avant la Révolution, disait-on, leur nombre était seulement de 15%. Le parti clamait que le taux de mortalité infantile était maintenant de 160 pour 1000 seulement, tandis qu'avant la Révolution, il était de 300 pour 1000. Et ainsi de tout. C'était comme si on avait une seule équation à deux inconnus. Il se pouvait fort bien que littéralement tous les mots des livres d'histoire, même ceux que l'on acceptait sans discussion, soient purement fantaisistes. Pour ce qu'on en savait, il se pouvait qu'il n'y eût jamais eu de loi telle que le droit de cuissage, ou de créature telle que le capitaliste, ou de chapeau tel que le haut de forme. Tout se perdait dans le brouillard. Le passé était raturé, la rature oubliée, et le mensonge devenait vérité. Une seule fois au cours de sa vie, après l'événement, c'est ce qui comptait, il avait possédé la preuve palpable, irréfutable d'un acte de falsification. Il l'avait tenu entre ses doigts au moins 30 secondes. Ce devait être en 1973. En tout cas, c'était à peu près à l'époque où Catherine et lui s'étaient séparés. Mais la date à considérer était antérieure de 7 ou 8 années. L'histoire commença en vérité vers 1965, à l'époque des grandes épurations par lesquelles les premiers meneurs de la Révolution furent balayés pour toujours. Vers 1970, il n'en restait aucun, sauf Big Brother lui-même. Tous les autres, à ce moment, avaient été démasqués comme traîtres et contre-révolutionnaires. Goldstein s'était enfui et se cachait, nul ne savait où. Pour ce qui était des autres, quelques-uns avaient simplement disparu, mais la plupart avaient été exécutés après de spectaculaires procès publics au cours desquels ils confessaient leurs crimes. Parmi les derniers survivants, il y avait 3 hommes nommés Jones, Aronson et Rutherford. Ce devait être en 1965 que ces 3-là avaient été arrêtés. Comme il arrivait souvent, ils avaient disparu pendant plus d'1 an, de sorte qu'on ne savait pas s'ils étaient vivants ou morts. Puis, soudain, on les avait ramenés à la lumière afin qu'ils s'accusent comme à l'ordinaire. Ils s'étaient accusés d'intelligence avec l'ennemi. À cette date aussi, l'ennemi c'était l'Eurasia. De détournement des fonds publics, du meurtre de divers membres fidèles au parti, d'intrigues contre la direction de Big Brother, qui avait commencé longtemps avant la Révolution, d'actes de sabotage qui avaient causé la mort de centaines de milliers de personnes. Après ces confessions, ils avaient été pardonnés, réintégrés dans le parti et nommés à des postes honorifiques qui étaient en fait des sinécures. Tous 3 avaient écrit de longs et abjects articles dans le Times pour analyser les raisons de leur défection et promettre de s'amender. Quelque temps après leur libération, Winston les avait vus tous 3 au café du Châtaignier. Il se rappelait cette sorte de fascination terrifiée qui l'avait incité à les regarder du coin de l'œil. C'étaient des hommes beaucoup plus âgés que lui, des reliques de l'ancien monde, les dernières grandes figures peut-être des premiers jours héroïques du parti. Le prestige de la lutte clandestine et de la guerre civile s'attachait encore à eux dans une faible mesure. Winston avait l'impression, bien que déjà à cette époque les faits et les dates fussent confus, qu'il avait su leur nom bien des années avant celui de Big Brother. Mais ils étaient aussi des hors-la-loi, des ennemis, des intouchables dont le destin, inéluctable, était la mort dans 1 année ou 2. Aucun de ceux qui étaient tombés une fois entre les mains de la police de la pensée n'avait jamais, en fin de compte, échappé. C'étaient des corps qui attendaient d'être renvoyés à leur tombe. Aux tables qui les entouraient, il n'y avait personne. Il n'était pas prudent d'être même seulement vu dans le voisinage de telles personnes. Ils étaient assis, silencieux, devant des verres de gin parfumés au clou de girofle, qui était la spécialité du café. Des 3, c'était Rutherford qui avait le plus impressionné Winston. Rutherford avait, à un moment, été un caricaturiste fameux, dont les dessins cruels avaient aidé à enflammer l'opinion avant et après la Révolution. Maintenant encore, à de longs intervalles, ces caricatures paraissaient dans le Times. Ce n'étaient que des imitations de sa première manière. Elles étaient curieusement sans vie et peu convaincantes. Elles n'offraient qu'un rabâchage des thèmes anciens. Logement des quartiers sordides, enfants affamés, bataille de rue, capitalistes en haut de forme,
Même sur les barricades, les capitalistes semblaient encore s'attacher à leur haute forme. C'était un effort infini et sans espoir pour revenir au passé. Rutherford était un homme monstrueux, aux cheveux gris, graisseux, en crinière, au visage couturé, à la peau flasque, aux lèvres négroïdes. Il devait avoir été extrêmement fort. Mais son grand corps s'affaissait, s'inclinait, devenait bossu, s'éparpillait dans tous les sens. Il semblait s'effondrer sous les yeux des gens comme une montagne qui s'émiette. Il était 3 heures de l'après-midi, heure où il n'y a personne. Winston ne pouvait maintenant se souvenir comment il avait pu se trouver au café à cette heure-là. L'endroit était presque vide. Une musique douce coulait lentement des télécrans. Les 3 hommes étaient assis dans leur coin, presque sans bouger et sans parler. Le garçon, sans attendre la commande, apporta des verres de gin frais. Il y avait à côté d'eux, sur la table, un jeu d'échecs dont les pièces étaient en place. Mais aucun jeu n'avait commencé. Il arriva alors un accident au télécran, pendant peut-être une demi-minute. L'air qui se jouait changea, et le ton de la musique aussi. Il y eut alors, mais c'était un son difficile à décrire. C'était une note spéciale, syncopée, dans laquelle entraient du braiement et du rire. Winston l'appela en lui-même une note jaune. Une voix ensuite chanta dans le télécran. Sous le châtaignier qui s'étale, je vous ai vendu, vous m'avez vendu. Il repose là-bas, nous sommes étendus, sous le châtaignier qui s'étale. Les 3 hommes n'avaient pas bougé. Mais quand Winston regarda le visage ravagé de Rutherford, il vit que ses yeux étaient pleins de larmes. Et il remarqua pour la première fois, avec comme un frisson intérieur, mais sans savoir pourtant pourquoi il frissonnait, qu'Aaronson et Rutherford avaient tous deux le nez cassé. Un peu plus tard, tous 3 furent arrêtés. Il apparut qu'ils s'étaient engagés dans de nouvelles conspirations dès l'instant de leur libération. À leur second procès, ils confessèrent encore leurs anciens crimes, ainsi que toute une suite de nouveaux. Ils furent exécutés, et leur vie fut consignée dans les annales du parti pour servir d'avertissement à la postérité. Environ 5 ans après, en 1973, Winston déroulait une liasse de documents qui venait de tomber du tube pneumatique sur son bureau, quand il tomba sur un fragment de papier qui avait probablement été glissé parmi les autres puis oublié. Il ne l'avait pas étalé que, déjà, il avait vu ce qu'il signifiait. C'était une demi-page déchirée d'un numéro du Times d'il y avait 10 ans. Comme c'était la moitié supérieure de la page, elle portait la date. Cette page présentait une photo des délégués à une réunion du parti qui se tenait à New York. Au milieu du groupe, on pouvait remarquer Jones, Aaronson et Rutherford. On ne pouvait se tromper. D'ailleurs, leurs noms figuraient dans la légende, au-dessous de la photo. Le fait était qu'aux 2 procès, les 3 hommes avaient confessé qu'à cette date, ils se trouvaient sur le sol eurasien. Ils avaient pris l'avion à un aérodrome secret du Canada pour aller à un rendez-vous quelque part en Sibérie. Là, ils avaient conféré avec des membres de l'état-major eurasien à qui ils avaient confié d'importants secrets militaires. La date s'était fixée dans la mémoire de Winston parce qu'il se trouvait que, par hasard, c'était le jour de la Saint-Jean. Mais l'histoire complète devait se retrouver sur d'innombrables autres documents. Il n'y avait qu'une seule conclusion possible. Les confessions étaient des mensonges. Naturellement, cette conclusion n'était pas en elle-même une découverte. Même à cette époque, Winston n'imaginait pas que les gens qui étaient anéantis au cours des épurations avaient réellement commis les crimes dont on les accusait. Mais ceci était une preuve concrète. C'était un fragment du passé aboli. C'était le fossile qui, découvert dans une couche de terrain où on ne croyait pas le trouver, détruit une théorie géologique. Ce document, s'il avait pu être publié et expliqué, aurait suffi pour faire sauter le parti et le réduire en poussière. Winston avait continué à travailler. Sitôt qu'il avait vu ce qu'était la photographie et ce qu'elle signifiait, il l'avait recouverte d'une autre feuille de papier. Heureusement, quand il l'avait déroulée, elle s'était trouvée à l'envers par rapport au télécran. Il posa son sous-main sur ses genoux et recula sa chaise pour se placer aussi loin que possible du télécran. Garder un visage impassible n'était pas difficile, et avec un effort, on peut contrôler jusqu'au rythme de sa respiration. Mais on ne peut maîtriser les battements de son cœur, et le télécran était assez sensible pour les relever. Il laissa passer, autant qu'il put en juger, 10 minutes,
pendant lesquels il fut tourmenté par la crainte que ne le trahisse quelque accident. Un courant d'air inattendu, par exemple, qui soufflerait sur son bureau. Ensuite, sans la découvrir, il jeta la photographie avec d'autres vieux papiers dans le trou de mémoire. En moins d'1 minute peut-être, elle avait dû être réduite en cendres. L'incident avait eu lieu 10, 11 ans plus tôt. Aujourd'hui, probablement, Winston aurait gardé la photographie. Il était curieux que le fait de l'avoir tenue entre ses doigts semblait constituer pour lui une différence, même à cette heure où la photographie elle-même, aussi bien que l'événement qu'elle rappelait, n'était qu'un souvenir. L'emprise du parti sur le passé était-elle moins forte, se demanda-t-il, du fait qu'une pièce qui n'existait plus avait à un moment existé. Mais à l'heure actuelle, en supposant qu'elle eût pu être d'une manière quelconque ressuscitée de ses cendres, la photographie n'aurait même pas constitué une preuve. Au moment où Winston l'avait découverte, déjà l'Océania n'était plus en guerre contre l'Eurasia, et il aurait fallu que ce fût en faveur des agents de l'Estasia que les 3 hommes trahissent leur pays. Depuis, il y avait eu d'autres changements. 2, 3, Winston ne pouvait se rappeler combien. Très probablement les confessions avaient été réécrites et réécrites encore, si bien que les faits et dates primitifs n'avaient plus la moindre signification. Le passé non seulement changeait, mais changeait continuellement. Ce qui affligeait le plus Winston et lui donnait une sensation de cauchemar, c'est qu'il n'avait jamais clairement compris pourquoi cette colossale imposture était entreprise. Les avantages immédiats tirés de la falsification du passé étaient évidents, mais le mobile final restait mystérieux. Il reprit sa plume et écrivit « Je comprends comment, je ne comprends pas pourquoi ». Il se demanda, comme il l'avait fait plusieurs fois déjà, s'il n'était pas lui-même fou. Peut-être un fou n'était-il qu'une minorité réduite à l'unité. À une certaine époque, c'était un signe de folie que de croire aux révolutions de la Terre autour du Soleil. Aujourd'hui, la folie était de croire que le passé était immuable. Peut-être était-il le seul à avoir cette croyance. S'il était le seul, il était donc fou. Mais la pensée d'être fou ne le troublait pas beaucoup. L'horreur était qu'il se pouvait qu'il se trompât. Il prit le livre d'histoire élémentaire et regarda le portrait de Big Brother qui en formait le frontispice. Les yeux hypnotiseurs le regardaient dans les yeux. C'était comme si une force énorme exerçait sa pression sur vous. Cela pénétrait votre crâne, frappait contre votre cerveau, vous effrayait jusqu'à vous faire renier vos croyances, vous persuadant presque de nier le témoignage de vos sens. Le parti finirait par annoncer que 2 et 2 font 5. Et il faudrait le croire. Il était inéluctable que tôt ou tard, il fasse cette déclaration. La logique de sa position l'exigeait. Ce n'était pas seulement la validité de l'expérience, mais l'existence même d'une réalité extérieure qui était tacitement niée par sa philosophie. L'hérésie des hérésies était le sens commun. Et le terrible n'était pas que le parti tuait ceux qui pensaient autrement, mais qu'il se pourrait qu'il eût raison. Après tout, comment pouvons-nous savoir que 2 et 2 font 4 ? Ou que la gravitation exerce une force ? Ou que le passé est immuable ? Si le passé et le monde extérieur n'existent que dans l'esprit, et si l'esprit est susceptible de recevoir des directives, alors quoi ? Mais non. De lui-même, le courage de Winston se durcit. Le visage d'O'Brien, qu'aucune association d'idées évidentes n'avait évoqué, se présenta à son esprit. Il sut, avec plus de certitude qu'auparavant, qu'O'Brien était du même bord que lui. Il écrivait son journal pour O'Brien, à O'Brien. C'était comme une interminable lettre que personne ne lirait jamais, mais qui, adressée à une personne particulière, prendrait de ce fait sa couleur. Le parti disait de rejeter le témoignage des yeux et des oreilles. C'était le commandement final et le plus essentiel. Son cœur faiblit quand il pensa à l'énorme puissance déployée contre lui, à la facilité avec laquelle n'importe quel intellectuel du parti le vaincrait dans une discussion, aux subtils arguments qu'il serait incapable de comprendre, et auxquels il serait encore moins capable de répondre. Et cependant, il était dans le vrai. Le parti se trompait, et lui était dans le vrai. L'évidence, le sens commun, la vérité devaient être défendus. Les truismes sont vrais. Il fallait s'appuyer dessus. Le monde matériel existe
ces lois ne changent pas. Les pierres sont dures, l'eau humide, et les objets qu'on laisse tomber se dirigent vers le centre de la Terre. Avec la sensation qu'il s'adressait à O'Brien, et aussi qu'il posait un important axiome, il écrivit « La liberté, c'est la liberté de dire que 2 et 2 font 4. Lorsque cela est accordé, le reste suit. » Un parfum de café grillé, de vrai café, pas de café de la Victoire, venait de quelque part au bas d'un passage et flottait dans la rue. Winston s'arrêta involontairement. Il retrouva peut-être 2 secondes le monde à moitié oublié de son enfance. Puis une porte claqua, qui sembla couper l'odeur aussi brusquement que s'il s'agissait d'un son. Il avait pendant plusieurs kilomètres marché sur des pavés, et son ulcère variceux lui donnait des élancements. C'était la seconde fois en 3 semaines qu'il manquait une soirée au centre communautaire. C'était une grave imprudence, car on pouvait être certain que les présences au centre étaient soigneusement contrôlées. En principe, un membre du parti n'avait pas de loisirs, et n'était jamais seul, sauf quand il était au lit. On tenait pour acquis que lorsqu'il ne travaillait, ne mangeait ou ne dormait pas, il prenait part à quelque distraction collective. Faire n'importe quoi qui pourrait indiquer un goût pour la solitude, ne fût-ce qu'une promenade, était toujours légèrement dangereux. Il y avait en novlangue un mot pour désigner ce goût. C'était « égovie », qui signifiait individualisme et excentricité. Mais ce soir-là, quand il était sorti du ministère, le parfum de l'air d'avril l'avait tenté. Le ciel était d'un bleu plus chaud qu'il ne l'avait encore été de l'année. Et soudain, la longue soirée bruyante au centre, les jeux assommants et fatigants, les conférences, la camaraderie criarde, facilitée par le gin, lui avaient paru intolérables. D'un mouvement impulsif, il s'était détourné de l'arrêt de l'autobus et avait erré dans le labyrinthe londonien, d'abord au sud, puis à l'est, puis au nord. Il s'était égaré dans des rues inconnues, se préoccupant à peine de la direction qu'il prenait. « S'il y a un espoir, » avait-il écrit dans son journal, « il est chez les prolétaires. » Ces mots, affirmation d'une vérité mystique, mais d'une palpable absurdité, le hantèrent pendant sa promenade. Il se trouvait quelque part dans les quartiers sordides et vagues, peints de brun, vers le nord-est de ce qui, à une époque, avait été la gare de Saint-Pancras. Il remontait une rue grossièrement pavée, bordée de petites maisons à 2 étages, dont les portes délabrées ouvraient directement sur le trottoir et donnaient curieusement l'impression de trous de rats. Il y avait çà et là, au milieu des pavés, des flaques d'eau sale. À l'intérieur et à l'extérieur des porches sombres, et le long d'étroites ruelles latérales qui s'ouvraient de chaque côté de l'artère principale, un nombre étonnant de gens fourmillaient. Filles en pleine floraison, aux lèvres violemment rougies, garçons qui poursuivaient les filles, femmes enflées à la démarche lourde, image de ce que seraient les filles dans 10 ans, créatures vieilles et courbées traînant des pieds plats, enfants pieds nus et haillonneux, qui jouaient dans les flaques d'eau et s'égayaient aux cris furieux de leur mère. Un quart peut-être des fenêtres de la rue étaient réparées au moyen de planches. La plupart des gens ne faisaient pas attention à Winston. Quelques-uns le regardaient avec une sorte de curiosité circonspecte. 2 femmes monstrueuses, aux avant-bras d'un rouge brique croisé sur leur tablier, bavardaient devant une porte. Winston saisit en passant des bribes de conversation. « Oui, que je lui ai dit. Tout ça c'est très bien, oui. Mais à ma place, vous auriez fait comme moi. C'est facile de critiquer, je lui ai dit. Mais vous n'avez pas les mêmes ennuis que moi. »« Oh !» répondait l'autre. « C'est tout juste comme vous dites. C'est là que ça cloche. » Les voix stridentes s'arrêtèrent brusquement. Les femmes l'examinèrent au passage dans un silence hostile. Ce n'était pas exactement de l'hostilité. C'était plutôt une sorte de circonspection, de raidissement momentané, comme au passage d'un animal non familier. On ne devait pas voir souvent dans une telle rue la combinaison bleue du parti. Il était en vérité imprudent de se montrer dans de tels lieux, à moins que l'on y fût appelé par une affaire précise. On pouvait être arrêté par des patrouilles. « Puis-je voir vos papiers, camarade ? Que faites-vous là ? À quelle heure avez-vous laissé votre travail ? Est-ce votre chemin habituel pour rentrer chez vous ?» Et ainsi de suite. Non qu'il y eût aucune règle interdisant de rentrer chez soi par un chemin inhabituel, mais cela suffisait pour attirer sur vous l'attention si la police de la pensée était prévenue.
Brusquement, toute la rue fut en ébullition. Le cri de sauve-qui-peut fusa de tous côtés. Les gens filaient chez eux comme des lapins. Une jeune femme jaillit d'une porte, s'empara d'un petit enfant qui jouait dans une flaque, l'enveloppa vivement de son tablier et rentra chez elle d'un bond. Au même instant, un homme vêtu d'un habit noir en accordéon qui avait surgi d'une rue transversale, courut à Winston et d'un air bouleversé, lui montra du doigt le ciel. « Marmite !» hurla-t-il. « Attention, patron, patron, pan, sur la tête, à plat ventre, vite !» Marmite était le nom donné, on ne savait pourquoi, par les prolétaires aux bombes fusées. Winston se jeta promptement sur le sol. Les prolétaires ne se trompaient presque jamais quand ils vous donnaient de tels avis. Ils semblaient posséder une sorte d'instinct qui les prévenait plusieurs secondes à l'avance de l'approche d'une fusée, bien que celle-ci soit censée voyager plus vite que le son. Winston se couvrit la tête de ses bras repliés. On entendit un grondement sourd qui sembla soulever le pavé. Une pluie d'objets légers lui tombèrent en grêle sur le dos. Quand il se releva, il vit qu'il avait été couvert de fragments de vitres tombés d'une fenêtre voisine. Il reprit sa marche. La bombe avait démoli un groupe de maisons à 200 mètres dans le haut de la rue. Une colonne de fumée noire pendait du ciel, et au-dessous il y avait un nuage de poussière de plâtre dans lequel, autour des décombres, une foule se groupait déjà. Il vit devant lui, sur le pavé, un petit morceau de plâtre rayé d'un brillant trait rouge. Quand il l'atteignit, il identifia une main sectionnée au poignet. La coupure était rouge, mais la main était si blême qu'elle ressemblait à un moulage de plâtre. Il poussa la chose du pied dans le caniveau, puis, pour éviter la foule, tourna à droite dans une rue transversale. En 3 ou 4 minutes, il était hors de la zone sinistrée et les rues sordides avaient repris leur animation grouillante, comme s'il ne s'était rien passé. Il était près de 8 heures et les cafés que fréquentaient les prolétaires, on les appelait des bistrots, étaient combles. Par leurs crasseuses portes tournantes qui s'ouvraient et se refermaient sans cesse, venait une odeur d'urine, de sciure de bois et de bière aigre. Dans un angle formé par une façade en saillie, 3 hommes étaient groupés. Celui du milieu tenait un journal plié que les 2 autres étudiaient par-dessus son épaule. Avant même qu'il fût assez près pour déchiffrer l'expression de leur visage, Winston put constater leur état de tension par toutes les lignes de leur corps. C'étaient évidemment des nouvelles sérieuses qu'ils lisaient. Il les avait dépassés de quelques pas, quand soudain le groupe se disloqua et 2 hommes entrèrent dans une violente altercation. Ils semblèrent un moment presque sur le point d'en venir aux mains. « Est-ce que vous ne pouvez pas, bon sang, écouter ce que je vous dis ? Je vous dis qu'aucun nombre terminé par 7 n'a gagné depuis au moins 14 mois. »« Oui, il a gagné. »« Non, il n'a pas gagné. À la maison, j'ai tous les numéros gagnants depuis au moins 2 ans, inscrits sur un papier. Je les note aussi régulièrement qu'une horloge. Et je vous le dis, aucun nombre terminé par 7... Ouais, un 7 a gagné. Je pourrais presque vous dire ce sacré nombre. Il finissait par 407. C'était en février. La 2e semaine de février. Des prunes, votre février. J'ai tout noté, noir sur blanc. Et je vous dis, aucun nombre